Bonsoir. C'est un peu la grève ce soir, mais ceux qui ont décidé de ne pas venir ont leurs raisons, mais ceux qui ont décidé de venir ont les leurs aussi, hein. Voilà. Et nous allons en tout cas travailler sur des questions qui ne seront pas complètement indifférentes au contexte tel qu'il se présente, en particulier dans le caractère sélectif de cette salle. Alors, d'abord les indications traditionnelles. Les 3 prochains séminaires de cette même année auront lieu le 17 avril, le 15 mai et le 12 juin. Alors, toujours à 20h, un lundi dans ce théâtre. Alors, au passage, je voudrais dire que nous devons tous remercier ce lieu, ce dit théâtre, sa directrice, Marie-Josée Magnis, et tous ceux qui travaillent avec elle, bien sûr, et d'abord à maintenir ici, matériellement, une haute idée du théâtre, mais aussi à ce que notre assemblée soit régulièrement possible. Je pense réellement que cette transfusion entre, en quelque sorte, université et théâtre est une singularité qui a fait la preuve de son importance possible et pour laquelle, pour cette situation, nous devons vraiment être reconnaissants aux autorités du théâtre de la commune. Alors ça, c'est le premier point. Le second, c'est que si vous voulez poser des questions ou même avoir une discussion distincte avec moi sur tel ou tel point, vous pouvez prendre rendez-vous avec Isabelle Vaudoz en la joignant dans le hall d'entrée, à l'entrée ou à la sortie d'un séminaire. Voilà. Alors ceci dit, pour reprendre en un point du précédent séminaire, j'ai énoncé la dernière fois la thèse que tout ce qui a ou peut avoir une valeur universelle est nécessairement le résultat d'un ou plusieurs événements. Donc une liaison entre universalité et événementialité. Alors pour ce qui est de la notion d'événement, en son sens strict, je pourrais évidemment vous renvoyer à mon livre écrit il y a 35 ans et dont le titre est « L'être et l'événement ». Mais je pourrais tout aussi bien me greffer sur la conjoncture immédiate. Par exemple, je pourrais mettre à l'ordre du jour de graves questions à allure événementielle. Par exemple, quelle est la valeur événementielle de la guerre en Ukraine? Ou, et ce serait tout à fait pertinent ce soir, la grève générale contre la réforme des retraites, qui commence demain, sera-t-elle un événement ou non dans l'histoire politique française ou, disons plus généralement, dans son histoire sociale, comme à d'autres moments, les grèves décidées, par exemple en mai 68, ont pu avoir et prendre en réalité la forme événementielle d'une césure politique, disons. Alors en fait, je voudrais aujourd'hui, plutôt que de prendre de front la notion d'événement dans sa figure en quelque sorte métaphysique, ou même de l'illustrer dans l'actualité, autre hypothèse, je voudrais, si je peux dire, tourner autour de la notion d'événement en, par exemple,
dire des choses qui concerneraient la notion d'histoire. Vous savez que souvent on parle de l'histoire dans une modalité qui serait précisément l'histoire événementielle, l'histoire de ce qui arrive. Et d'autres fois, on considère l'histoire comme le dispositif logique ou le récit organisé de ce qui est arrivé. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire au sens, non pas de l'événement comme tel, mais de ce qu'on pourrait appeler le lieu événementiel. C'est-à-dire l'espace temporel, mais spatial aussi du reste, où arrive, c'est le mot généralement employé, où arrive quelque chose dans sa signification événementielle. Et je voudrais commencer en vous parlant de ce que la philosophie peut dire de l'histoire sans jamais être confondue avec le travail de l'historien. C'est-à-dire, y a-t-il un rapport pensable de la philosophie à l'histoire qui soit un autre type de travail tout à fait distinct de la restitution du contenu historique par le professionnel de l'histoire qu'est l'historien. Alors je voudrais faire sur ce point une remarque préliminaire qui est somme toute assez rare et que je trouve importante, qui est que la relation entre l'histoire et la philosophie est une relation particulièrement singulière, et je dirais même une relation paradoxale. Alors, de façon strictement objective, on constate qu'il y a une histoire de la philosophie qui est constamment explorée, citée, constituée même, dans le mouvement contemporain de la philosophie elle-même. Autrement dit, l'histoire de la philosophie est une donnée immanente au devenir de la philosophie elle-même, et elle est donc bien autre chose qu'une sorte de pure et simple rétroaction narrative. Tous ceux qui ont fait de la philosophie savent à quel point l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire la connaissance des auteurs ou des acteurs de la philosophie, fait partie du discours philosophique lui-même. Et ce, dans une histoire qui occupe au moins 25 siècles, quelque chose comme ça. Si on l'a fait commencer de façon un peu arbitraire à ses origines archaïques en Grèce ou même en Chine. Au fond, on peut dire que nous sommes en présence d'une histoire, nous, aujourd'hui, qu'on peut découper, si on veut, en 6 grandes déterminations, en 6 époques événementielles. Par exemple, un âge antique, un âge médiéval, un âge classique, un âge romantique, un âge moderne et un âge postmoderne. C'est ça que je proposerais, moi, comme découpage de l'histoire de la philosophie en tant que paramètre de situation des différentes doctrines qui se succèdent. Quelque chose qui va de l'âge antique à l'âge qui se nomme lui-même aujourd'hui postmoderne, en passant par les déterminations, au fond, assez classiques, la philosophie du Moyen-Âge, la grande philosophie classique après Descartes, l'âge romantique inauguré d'une certaine manière par Hegel, l'âge moderne qui, au fond, occupe fin 19e, début 20e, et un âge qui se déclare lui-même postmoderne et qui serait l'âge contemporain de cette histoire de la philosophie. Alors, on peut soutenir, c'est ça qui va nous conduire au paradoxe, au point de départ, on peut soutenir qu'un philosophe, traité comme important dans cette constellation,
ce philosophe, il se contente nullement d'être au passé. En tant que philosophe, il est constamment activé de l'intérieur de l'histoire de la philosophie. Il n'est pas dans la situation passive d'une narration après coup. Il est actif bien au-delà de sa séquence d'apparition, c'est-à-dire de son contexte historique, justement. Et il est actif au sens strict. On pourrait dire qu'il ressuscite dans des périodes très éloignées de la sienne. Alors, vous le savez tous, bien au-delà des simples citations localisées, historisées, référentielles, il y a des maniements, par exemple, de Parménide ou d'Héraclite, qui sont des maniements contemporains. Et qu'en un certain sens, Parménide ou Héraclite sont des acteurs, 2500 ans après leur mort, des débats nouveaux sur l'être et le devenir. Et il y a des querelles contemporaines centrées sur des références historiques. Par exemple, on peut activer aujourd'hui une querelle philosophique tout à fait contemporaine, mettons, sur des choses aussi précises et techniques que, par exemple, la différence du rôle des mathématiques dans l'œuvre de Descartes, dans l'œuvre de Leibniz, dans l'œuvre de Spinoza, et on va déclarer une appartenance contemporaine à l'une de ces trois orientations fixées il y a 5 siècles. On peut classer un philosophe contemporain par son appartenance à l'espace d'une philosophie antique. Alors, par exemple, on me traite souvent moi-même de platonicien. C'est un exemple personnel. Et c'est bien fait pour moi, puisque j'ai publié une traduction du livre de mon maître supposé, à savoir La République de Platon, et exactement comme si c'était un livre d'aujourd'hui. Et ça l'est d'ailleurs par bien des traits. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'au fond, la philosophie est un poste d'observation de l'histoire très particulier. Car son histoire est constamment incorporée à son présent. La philosophie se déplie dans le temps en créant une contemporanéité ou des contemporanéités, y compris polémiques mais aussi admiratives ou intrinsèques, de ses origines les plus lointaines. Elle est, de façon très remarquable, ce que j'appellerais une synthèse active, une synthèse au présent de son passé tel quel. Et au fond, elle fait venir une créativité de son passé dans son propre présent. Et alors, pour ce qui me concerne ce soir, je dirais qu'au-delà du frappant exemple de la philosophie qui peut activer au présent 25 siècles d'histoire, alors l'histoire, en général, est toujours une synthèse, au sens suivant. L'histoire, dans son sens le plus général, a un rapport synthétique au temps. L'histoire permet, d'un côté, des prévisions dans un temps rapproché, des prévisions positives à court terme, et d'un autre côté, elle permet aussi des prévisions stratégiques, des prévisions à des temps très éloignés, des prévisions au long terme, notamment d'ailleurs des prévisions négatives, des prévisions sur ce qui, dans le futur éloigné, ne pourra plus se produire identiquement à ce qu'on a repéré dans le passé. Par contre, en revanche, je soutiendrai volontiers que l'histoire ne permet souvent pas de prévisions intermédiaires, c'est-à-dire des prévisions qu'on dirait à moyen terme. Active
dans la prévision immédiate de l'époque qu'elle définit, active dans une rétroaction supposée et construite de temps stratégiquement éloignés, l'histoire n'est pas le nom qu'on peut donner à des prévisions à moyen terme, c'est-à-dire des prévisions intéressant, en un certain sens, immédiatement la pratique des acteurs de l'histoire. Alors, je vais prendre un exemple absolument abstrait pour illustrer ça. Je peux, par exemple, prévoir historiquement que la domination mondiale du capitalisme libéral sera certainement encore là l'année prochaine. Ça, oui. Et probablement, sans prendre encore trop de risques, qu'elle sera là encore dans 10 ans. Et je pense aussi que je peux annoncer qu'elle ne sera probablement plus là, comme elle est aujourd'hui, mettons, dans 2 ou 3 siècles. Dans les 2 cas, ma prévision peut s'argumenter historiquement. Et elle laisse dans l'écart entre le proche et le lointain un espace incertain de l'historicité que j'appellerais sa médiation. Par contre, ce qui va se passer en général, et qui va être en effet la médiation ou l'intervalle, ce qui va se passer dans 30 ou 50 ans, ou même un petit siècle, reste, du point de vue de l'histoire, très incertain. Et très souvent, on voit s'affronter sur ce point des hypothèses contradictoires. Par exemple, si on prend notre situation à l'heure actuelle, du point de vue du moyen terme, je peux faire des hypothèses contradictoires qui se défendent toutes les deux. Je peux affirmer qu'au train où l'on va, il y aura forcément une terrible guerre mondiale qui ravagera la planète. C'est une prévision acceptable et argumentable. Je ne dis pas qu'elle est nécessairement vérifiée, mais elle est présentable, argumentable, à partir de l'historicité contemporaine. Je peux aussi, par contre, prévoir que des arrangements singuliers auront maintenu une paix générale précaire avec de multiples conflits locaux, un peu comme aujourd'hui. Ou que la situation sera structurellement très différente suite à des processus révolutionnaires imprévisibles de type nouveau. Au fond, il est impossible de trancher avec certitude sur ces 3 hypothèses concernant ce qu'on peut appeler la partie médiatrice de l'histoire, entre la prospection stratégique d'un côté et la prononciation de l'avenir proche. Alors, ça, c'est une particularité de l'histoire dans son activité propre, et je pense que c'est dû que l'histoire a une composition complexe, en dépit de son aspect d'être une narration savante du passé. Au fond, l'histoire est constituée d'un côté de phénomènes déterminés, qu'il y a en ce sens quand même des lois de l'histoire. Mais elle comporte aussi, l'histoire, dans son devenir, des ruptures imprévisibles. Des zones historiques, évidemment, qui affectent le temps et l'espace, mais qui ne sont pas soumises aux lois générales de ces zones. Autrement dit, la prévision rationnelle concernant l'histoire admet une sorte de phénomène exceptionnel qui interrompt la lisibilité annoncée de cette histoire. Alors j'appelle, moi, c'est pour clarifier le lexique, j'appelle les phénomènes soumis aux lois de l'histoire
des faits. Et j'appelle les cassures imprévisibles de cette histoire des événements. Et alors j'entendrai aujourd'hui par histoire le devenir de l'espèce humaine du point de vue de la contradiction stratégique entre la partie prédictive ou continue de cette histoire et en même temps la possibilité événementielle de ces ruptures de continuité. Alors, ceci étant dit, il faut que je situe l'espace de l'histoire au sens où il est soumis aux contradictions que je viens d'indiquer. L'histoire dont je parlerai, elle se situe en tant qu'histoire de l'humanité à partir de la révolution néolithique. Je laisserai donc pour l'instant hors histoire, hors narration stricte et obéissant aux dialectiques que je viens de décrire, la partie préliminaire, appelée souvent préhistoire du reste. Alors je la laisserai à son nom de préhistoire, considérant que l'histoire commence comme il se doit après la préhistoire. Alors situons donc cet espace historique de façon concrète. La révolution néolithique, comme vous le savez, a commencé sans doute en gros il y a 5000 ans. Et avant, dans cet avant de l'histoire, pendant de nombreux siècles, l'espèce humaine est, comme vous savez, composée de petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui sont nomades, qui tirent la subsistance de ce que l'environnement leur propose, animaux et plantes comestibles, et puis qu'après la révolution néolithique, et dans ses conséquences, nous avons l'agriculture sédentaire qui permet de stocker une partie des ressources alimentaires, ce qui, entre parenthèses, permet d'entretenir une classe oisive. Nous avons la propriété privée des terres, nous avons un État qui protège militairement l'oligarchie des propriétaires, nous avons une organisation familiale soumise à des lois, notamment à des lois de transmission héréditaire des propriétés. Il y a un peu plus tard l'écriture qui permet de tenir le registre des choses, le registre des terres, du bétail, des trésors et de ce qui est arrivé. Il y a petit à petit des ensembles nationaux avec des États centralisés, des armées et des guerres. Tout cela, au fond, dès la Chine ancienne et l'Égypte. Il y a des inégalités très fortes, notamment, évidemment, dès le début, entre les propriétaires et ceux qui travaillent pour eux, entre les hommes libres et les esclaves, entre les nobles et les roturiers, entre les détenteurs d'actions et les salariés, etc. Alors l'histoire, avec un grand H, est l'histoire de tout cela. Je dirais donc que l'histoire, nous la prendrons là, pour le moment, comme la connaissance du développement dans le temps des sociétés issues de la révolution néolithique. Donc c'est une définition singularisée. Ça n'est pas le récit de l'humanité dans son existence globale. Elle est déterminée comme historique sous certaines conditions. Alors, je ferai au passage une remarque importante. L'humanité contemporaine est évidemment absolument encore une société de type néolithique. Et donc, de ce point de vue-là, on peut attester d'une certaine continuité de l'histoire telle que je la définis pour le moment. Les trois piliers du genre qu'est la société néolithique sont la propriété privée,
la famille, avec transmission héréditaire, et l'État, qui contrôle les populations. Donc, propriété privée, en tous les sens que peut prendre le mot privé, parce qu'évidemment, dès qu'on dit propriété privée, il y a tout un univers complexe qui se propose sous ce nom-là. La famille, qui également est susceptible d'un sens restreint, d'un sens général, etc. Mais en tout cas, la transmission héréditaire des patrimoines en fait toujours partie. Et l'État, qui revêt lui aussi des formes très variées, mais qui finalement est destiné à un contrôle des populations et à la sauvegarde du système général. Une caractéristique de cette société néolithique, c'est que les inégalités y sont toujours considérables pour des raisons que l'organisation même de la production des choses, appuyée notamment sur la propriété privée des produits, va dans le sens effectivement des inégalités. Alors, une des attestations qui garantissent que nous sommes encore bien dans une période néolithique, c'est qu'aujourd'hui, quelques centaines de personnes disposent de l'équivalent de ce que possèdent 2 milliards de gens démunis. Comme figure de la concentration, elle est peut-être en réalité sans précédent. Mais sans précédent ou pas, elle indique que notre société est dans la continuité de ce qu'a signifié la révolution néolithique. Alors, à partir de là, on peut comprendre que la principale prévision à long terme qu'on peut faire sur ce paysage, on peut dire, pose la question suivante. Le monde actuel, le monde historique actuel, celui du capitalisme libéral mondialisé, est-il la dernière forme possible de société néolithique? Après des formes plus restreintes, en un certain sens, des oligarchies plus contrôlées, ce serait la figure ultime, qu'on pourrait appeler la figure démocratique, si l'on veut, de la société néolithique. Et si elle est la dernière forme possible de la société néolithique, est-ce que cela signifie que nous allons passer, historiquement, ou que nous sommes dans le moment historique d'un passage, même si ce moment est long, à une société qui ne serait plus, à proprement parler, la société néolithique? C'est-à-dire, allons-nous passer, pouvons-nous passer à une société qui ne serait plus néolithique et qui, par conséquent, serait une société où n'existe plus une oligarchie de propriétaires, où n'existe plus une police séparée chargée de contrôler les populations au nom des propriétaires et qui s'appelle l'État, où n'existe plus une richesse singulière héréditaire, côté famille, où ont disparu les préjugés inégalitaires concernant les races, les nations, les statuts sociaux ou les sexes. Bref, la question qui se pose, après avoir admis que nous sommes dans une figure singularisable de société de type néolithique, finalement, la question serait, pouvons-nous envisager, de ce point de vue, de sortir du néolithique? Ce serait la question de notre rapport à l'état historique tel quel. Pouvons-nous sortir du triangle néolithique, celui de la propriété privée, de la famille et de l'État, comme pilier constitutif de toutes les sociétés aujourd'hui existantes? Mais pour commencer cette investigation en direction de la question possible, d'une possibilité de transgression du statut néolithique de notre monde, il faudrait situer précisément l'histoire, puisqu'il s'agirait d'une question historique,
d'une question où l'on dirait ce que peut être notre histoire. Il faudrait situer l'histoire en tant que connaissance du processus, du devenir de l'espèce humaine dans son époque néolithique. Il faudrait savoir si l'on peut sortir de l'histoire néolithique, comment va-t-on construire une idée de cette histoire ouverte précisément à la proposition de la sortie. Alors je le ferai ça à partir de 3 énoncés antérieurs, celui d'un historien, un historien ancien, celui d'un philosophe romantique et celui d'un théoricien moderne de la politique. Ce seront les 3 référents de ce qui va être ensuite ma tentative de percer sur la question la plus générale qu'on puisse se poser à propos de l'histoire, qui est de savoir si l'histoire peut supporter une événementialité et une rupture qui l'ouvrirait à une société de type définitivement non néolithique. Alors, le premier énoncé sur les 3, il nous est proposé par celui qui est un des fondateurs de la discipline historique, à savoir un grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, le nommé Thucydide. Alors Thucydide, c'est quasiment l'inventeur de l'histoire telle que nous la connaissons. Ça n'est pas rien. Il a été très souvent évalué, proposé sous ce vocable. Il a écrit l'histoire, en effet, aux contemporains de la guerre du Péloponnèse, la guerre entre Athènes et Sparte, et c'est le titre de son livre principal, comme livre d'histoire, véritablement. Livre qui s'appelle « La guerre du Péloponnèse » et qui se situe au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors, cette guerre a duré 27 ans, c'est une longue guerre, et elle a amorcé, en fait, la décadence des cités grecques, et Thucydide était contemporain de tout cela. Donc, sur la catégorie d'histoire, il est très intéressant de constater que le premier acteur de cette histoire, le premier acteur reconnu de cette histoire, participe à l'histoire qu'il raconte en tant que présent, et il écrit une préface à son livre qui est sans doute une des plus admirables définitions de l'histoire en tant, et c'est ça le point essentiel, en tant qu'elle est capable de vérité. Ça va nous faire entrer dans une autre question qui est qu'est-ce que c'est que l'histoire vraie ? Je vous lis ce texte extraordinaire quant à notre sujet sur, finalement, qu'en est-il de l'histoire au regard de la sortie du néolithique, et que je cite dans une traduction du grec ancien dont je suis coupable. Voilà. Alors, vous pouvez l'écouter attentivement, c'est un texte extraordinaire. Hein. Songez que c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est extrêmement loin de la scientificité contemporaine sous toutes ses formes. Hein. Alors, quant aux faits qui constituent cette guerre, ce n'est pas en m'informant auprès du premier venu que j'ai cru bon d'écrire, ni selon mes propres impressions. J'ai écrit cette histoire à partir des faits auxquels j'avais moi-même assisté. Et quant aux faits qui viennent du témoignage des autres, j'ai mené une enquête sur chacun d'eux avec autant de précision que possible. Mais c'est avec peine que j'ai pu établir ces faits. La difficulté résulte de ce que ceux qui ont assisté aux mêmes faits ne disent pas la même chose sur les mêmes faits. Ils parlent en effet selon ce que chaque participant à tel ou tel camp a de sincérité ou de mémoire. Et certes,
le résultat de mon enquête, destituant les faits de leur caractère fabuleux, abandonnant en quelque sorte le caractère fabuleux de l'histoire, le résultat de mon enquête peut sembler perdre de leur charme. Mais pour tous ceux qui désirent connaître la vérité sur les faits du passé, comme pour ceux qui doivent un jour, à leur tour, selon la loi humaine, être tels que les gens du passé, ou à peu près semblables, il me suffira qu'ils puissent juger utile ce que j'ai fait. En ce sens, mon œuvre est un acquis pour toujours. Ce n'est pas un morceau de concours qui ne vaut qu'au moment même de ce dont il parle. Voilà ce qu'écrit Thucydide, 4 siècles avant notre ère. Vous voyez à quel point il prend des précautions qu'il faut bien avouer de type scientifique au sens large quant à l'histoire. Donc il crée le récit historique à partir d'un des acteurs de la guerre du Péloponnèse, en se gardant immédiatement de tout préjugé national obscur et en cherchant à faire de l'histoire en tant que récit, de l'histoire en tant qu'historicité au sens habituel, quelque chose qu'il appelle un acquis pour toujours. Autrement dit, nous avons là non seulement la fondation de la discipline historique dans sa rigueur, mais nous avons l'assertion que cette discipline a une portée universelle, que le récit historique lui-même, qui avait été longtemps enfermé dans la glorification d'un des camps d'une histoire, doit pouvoir être établi de telle sorte qu'il ait en tout cas une valeur universelle. Finalement, vous voyez, pour Thucydide, et il doit en être de même pour nous, l'importance de l'histoire réside dans le lien entre la vérité des faits et la constance de l'espèce humaine. Autrement dit, l'histoire suppose qu'au-delà de la division violente des parties, la vérité des faits puisse leur être commune. L'objectif de Thucydide, c'est d'écrire une histoire de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte qui ne soit ni athénienne ni spartiate, et qui donc soit un récit universalisé de l'histoire empirique elle-même. Vérité, il faut construire un récit des faits qui soit conforme. Alors évidemment, ce que Thucydide a en vue là, c'est le fait que l'histoire doit absolument se distinguer de l'épopée. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas Homère, c'est post-homérique, l'histoire. Ça n'est pas le poème du devenir des conflits, c'est la vérité historique dont ce conflit est la saisie et l'objet. On peut dire que, plus généralement, Thucydide revendique un statut scientifique pour l'histoire. Et c'était cela que je voulais ici introduire. C'est une des versions de l'histoire que sa possibilité d'établir quelques éléments universels. Il revendique un statut scientifique plutôt que celui d'une œuvre d'art, on pourrait dire cela. Œuvre d'art dont, au fond, l'épopée homérique avait donné le principal paradigme. Mais par ailleurs, il soutient, Thucydide, l'idée que l'espèce humaine change peu dans le temps. Selon ce qu'il appelle la loi humaine, les êtres humains sont pour l'essentiel identiques à tous ceux qui ont existé avant eux. Les faits historiques, qui vont donc appartenir à tout le monde, puisqu'ils ne sont plus dégagés artistiquement du côté de l'héroïsme des uns, de la lâcheté des autres, etc. Le récit historique comme acquisition pour toujours, selon son expression,
doit pouvoir aussi avoir une utilité. Les faits historiques peuvent être utiles à l'espèce humaine, ils peuvent révéler des choses qui ont une valeur de répétition et dont on peut, par l'histoire, être averti et se méfier. D'où la conclusion orgueilleuse de Thucydide, premier historien, en un certain sens, du monde occidental. Il n'a pas écrit un texte de circonstance, il n'a pas écrit une œuvre d'art, mais un texte qui est, je le répète, en grec ancien, ktema hes aei, en fait, un trésor pour toujours. Et nous avons là l'affirmation non seulement des caractéristiques essentielles de l'histoire, mais l'affirmation d'une utilité de l'histoire. L'histoire est utile en tant que récit offrant la garantie d'universalité qui peut instruire toutes les parties, y compris les parties qui étaient dans le plus grave des conflits. Ce n'est pas une utilité du genre prévoir l'avenir, mais l'histoire aurait une utilité qu'on peut définir ainsi: sur le fond de l'identité de l'espèce humaine, se servir de la vérité des faits anciens rapportés par l'histoire pour examiner et traiter le présent. Et c'est en cela que c'est un trésor pour toujours. L'histoire devient alors un guide pour l'action. Voilà ce que l'historien Thucydide fait dire à la discipline qu'il est en train de fonder. Voilà pour le premier énoncé concernant la nature exacte de l'histoire. On le prend à son origine. Alors, le deuxième énoncé que je veux vous proposer, c'est un énoncé de Hegel. Donc, nous faisons un bond historique important en passant de l'Antiquité grecque au romantisme allemand. Cet énoncé tient en une phrase que je vous dis: l'histoire du monde est aussi et en même temps le tribunal du monde. L'histoire du monde est aussi et en même temps le tribunal du monde. Alors ça signifie que pour Hegel, c'est notre deuxième point, l'histoire n'est nullement le déploiement d'une répétition. Elle est l'histoire, la traversée de figures particulières qui sont à la fois des figures de la société et des figures de l'esprit, et aussi des figures individuées. On peut constater, on peut se souvenir que Platon, au fond, faisait déjà dans la République correspondre aux différences politiques des différences subjectives. Il y avait le passage de l'oligarchie à la démocratie et de la démocratie à la tyrannie, mais c'était aussi le surgissement de l'homme démocratique puis de l'homme tyrannique dont Platon proposait des portraits. Alors Hegel généralise cette vision, la vision d'une histoire qui, au fond, propose des archétypes de la figure humaine. La dialectique du devenir historique, qui est le propre de Hegel, c'est un mouvement où, comme il le dit, le négatif est au travail. Alors, ça, c'est la grande intervention dans la théorie de l'histoire de la négativité. Par exemple, il le dira, vous avez la figure de la résignation stoïque, et par négation va se constituer la figure de l'amour de toutes les ressources du monde dans l'esprit épicurien. En un certain sens, pour Hegel, l'histoire, c'est l'endroit où le négatif travaille comme tel, où le négatif est dans sa fonction créatrice. Après la résignation stoïque, va succéder par négation l'esprit inventif et amateur du charme des choses qu'est l'esprit épicurien. Alors, Hegel appelle ça, vous le savez, les figures de la conscience.
Mais ce qui conduit à l'histoire, et c'est ça qui va nous importer, c'est que pour lui, ce devenir négatif, ou par la négation, est orienté. Et c'est la notion, cette fois, d'orientation de l'histoire qui va devenir primordiale. Toute figure historique de l'humanité est en quelque sorte le dépassement créateur de la figure dont elle est la négation. Et tout cela conduit à la figure ultime, à une dernière figure, qu'il appelle le savoir absolu, et qui est aussi, en un sens, la fin de l'histoire. Alors, en ce sens, chaque figure du devenir historique est une figure qui juge celle qui précède du point de vue de l'absolu. Alors vous voyez, il y a donc l'idée chez Hegel que l'histoire est à tout moment en train de déployer dans des figures successives le mouvement de l'absolu. Ou encore, si vous voulez, toute figure historique, aussi particulière qu'elle soit, est aussi et en même temps une figure de l'absolu. Et c'est pourquoi Hegel insiste sur ceci, je le cite, qu'il faut penser l'absolu non seulement comme substance, mais aussi et en même temps comme sujet. Formule décisive pour penser la différence entre Hegel et Thucydide. L'histoire doit être pensée comme telle, comme le récit du devenir d'un sujet. Ce qui en clair signifie l'histoire est ce qui nous enseigne que nous participons, que nous pouvons participer de l'absolu comme sujet. L'histoire est le mouvement de la possible absolutisation de l'esprit humain. Et il faut pour ça nous laisser prendre par la négativité créatrice. Il faut accepter la négation. C'est la négation qui va nous faire passer d'un stade à un autre, qui va nous apprendre la proximité grandissante de l'absolu. Et l'histoire, pour Hegel, c'est donc un guide pour l'action. Mais vous voyez, c'est un guide pour l'action en un tout autre sens que pour Thucydide. Elle nous apprend comment ne pas nous laisser endormir par la répétition, comment participer activement à la négation, c'est-à-dire au devenir de la vérité. On peut donc dire qu'entre Thucydide et Hegel, l'histoire change de caractérisation immanente. Pour Thucydide, ce sont les faits courants de l'affrontement entre deux territoires, et il va montrer qu'on peut produire une vérité de cet affrontement, que l'histoire, on peut avoir une histoire vraie. Mais pour Hegel, l'histoire nous apprend en vérité comment participer au devenir de la vérité. L'histoire, il y a donc non seulement, comme chez Thucydide, une vérité de l'histoire, mais en fait, l'histoire elle-même est le devenir d'une vérité. C'est la deuxième étape. Et mon troisième texte, c'est un texte très connu de Marx et d'Engels, au tout début du manifeste du Parti communiste. Au fond, je ponctuerai volontiers la question générale de l'histoire et de la fonction philosophique de l'histoire dans la succession à long terme entre l'inauguration de Thucydide, la question de la négativité chez Hegel et finalement la qualification et la détermination de l'histoire chez Marx. Je vous lis ce texte, symétrique et aussi important en vérité que celui de Thucydide et que celui de Hegel. Vous le connaissez largement. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe.
hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons, des serfs. Et de plus en plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Simplement, le caractère distinctif de notre époque, c'est à partir de là qu'il faut prêter attention, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. Alors, cette vision de l'histoire, qui est au fond la vision terminale, en un sens particulier, c'est-à-dire la vision dont nous sommes encore les contemporains, la vision à laquelle n'a pas succédé une autre liaison de même amplitude, finalement, et qui fait qu'on peut dire que l'histoire, de la question de l'histoire, est ponctuée par Thucydide, par Hegel et par Marx. La vision qui est proposée de l'histoire, là, elle a plusieurs caractéristiques importantes. Je voudrais le dire, là, pour faire ressortir ce qu'il y a de puissant et de nouveau dans cette version par rapport, évidemment, à la version hegelienne et à la version de Thucydide, je voudrais bien indiquer que lorsque Marx dit « toute société », il faut évidemment comprendre, ça c'est le premier point, qu'il s'agit évidemment de l'histoire des sociétés néolithiques, et donc non pas exactement de toute société, mais de les sociétés auxquelles nous appartenons. Et même, on pourrait dire, des sociétés néolithiques en Occident. En fait, le texte parle de la succession de trois figures historiques. Celle de l'Antiquité occidentale, via les contradictions entre hommes libres et esclaves en Grèce, patriciens et plébéiens à Rome. Puis celle du Moyen Âge, du côté de la propriété de la terre d'abord, barons et serfs, puis du côté de l'artisanat urbain, maîtres de jurande et compagnons, et enfin de la société moderne qui s'oriente vers la contradiction enfin unique, qui est la contradiction entre bourgeoisie et prolétariat. Ça, c'est le premier point. Nous avons une orientation générale d'une formule invariante depuis le néolithique. C'est-à-dire, nous avons des affrontements en sous-groupes des groupes humains qui caractérisent une époque de l'histoire elle-même. Alors, le deuxième point, c'est que l'histoire est construite autour d'un unique principe dialectique, qui est celui de la contradiction entre sous-groupes des sociétés concernées, sous-groupes qui sont nommés des classes, et une contradiction unique
nommée lutte des classes. Le troisième point, c'est que le monde contemporain, en fait, c'est une simplification du champ contradictoire. C'est-à-dire qu'en réalité, la thèse de Marx, c'est que la société contemporaine, loin d'être marquée par une complexité grandissante, est au contraire marquée par une simplicité grandissante. Parce qu'au lieu de la pluralité des sous-groupes qui sont en conflit, en définitive, dans les sociétés contemporaines, il y a finalement une seule contradiction primordiale. Et ça, c'est très intéressant parce que on pourrait imaginer qu'évidemment, l'histoire des sociétés depuis la révolution néolithique est l'histoire d'une complexité grandissante. Population beaucoup plus nombreuse, activités beaucoup plus variées, apparition de diverses sciences, lutte entre les nationalités, etc., etc. On pourrait imaginer que les contradictions nouvelles sont des contradictions, au contraire, qui se mettent à fourmiller. Mais en réalité, non. Le champ contemporain, aux yeux de Marx, c'est une bipolarisation accentuée et, par ailleurs, le texte de Marx y insiste, ça se passe au niveau mondial. Donc, en un certain sens, avec Marx, il y a une seule scène et une seule contradiction principale. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que Marx peut soutenir que c'est la dernière figure possible du monde néolithique. Il ne parle pas de néolithique, il n'emploie pas cette lexique, mais c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que le monde est parvenu à une complexité supérieure qu'on peut prévoir une transformation positive, c'est au contraire parce qu'il est parvenu à une simplification des affrontements qui en constituent l'histoire. On pourrait dire que pour Marx, l'histoire est parvenue à son moment de simplification maximale du point de vue de son essence néolithique. Au-delà de cela, il n'y a que la possibilité de la disparition générale, c'est-à-dire de la fin de l'humanité, ou la possibilité d'une société qui ne sera plus néolithique. Il n'y a qu'une société dans laquelle le triplet de la néolithique, c'est-à-dire propriété privée, État, etc., ne sera plus actif. Alors finalement, on peut dire, je proposerais de dire que c'est dans ces conditions qu'il faut définir la signification du mot communisme. Au fond, le communisme, c'est que le moment est venu de passer hors du néolithique. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'historicité de la société bourgeoise, mais si, du point de vue de l'histoire prise dans son ensemble monumental, c'est un achèvement bien plus considérable parce que c'est le moment où parvient à la possibilité, par des simplifications successives, j'insiste, et pas par des complications accumulées, c'est le moment où redevient possible quelque chose comme le passage hors du néolithique, qui est nommé, dans le manifeste du Parti communiste, qui est nommé le passage au communisme. Alors ça nous permet de savoir un peu ce que historiquement signifie communisme, et pas simplement du point de vue militant, organisationnel ou même idéologique. Du point de vue de l'histoire, qui est notre guide ce soir, que signifie en vérité communisme? Eh bien, ça signifie que ce qui relève du bien commun à tous les êtres humains, à savoir le processus de production de tout ce qui a une valeur d'usage pour tout le monde, doit être retiré de la propriété privée, puisqu'il est destiné à tous, il n'y a aucune raison qu'il soit contrôlé par quelques-uns,
et il doit devenir une des formes de ce qu'est une existence collective, c'est-à-dire une organisation commune. Donc le passage au communisme, c'est l'effet proposé de l'ultime simplification dont la société, finalement venue des profondeurs de l'histoire, s'est montrée capable. Si bien que finalement, communisme, ça désigne ici les principes d'un nouveau rapport à l'histoire. C'est-à-dire, ça n'est plus l'inscription historique d'un passage à une autre figure de l'histoire. Au fond, le mot communisme, qui concentre une vision de ce que peut et doit être la sortie du néolithique, institue finalement à dégager de l'histoire tout un système de possibilités. C'est pour ça que, en vérité, en même temps que la bourgeoisie désigne la forme ultime de l'historicité ancienne, le communisme, c'est en fait la possibilité d'un nouveau rapport à l'histoire. À la fois une nouvelle histoire, mais un nouveau rapport subjectif à cette nouvelle histoire. Au fond, on partait avec Thucydide de l'idée que l'histoire s'était fondée sur la nature humaine dans son invariance. C'était une acquisition pour toujours, mais c'était une acquisition pour toujours pour des gens qui, en un certain sens, aux yeux de Thucydide, seraient toujours les mêmes. Et c'était même ça qui lui donnait une vraie valeur universelle. C'était la certitude que finalement, ce qu'était l'humanité, les rivalités, etc., c'est-à-dire l'espace néolithique, définissait l'humanité. Avec la proposition marxiste, on change de définition de l'humanité, puisque on pense que finalement, une nature humaine d'un type absolument nouveau échappe à l'inertie du néolithique et finalement advient comme un nouveau système de subjectivité et de collectivité. Alors, je pense que ceci veut dire une révolution complète du rapport à l'histoire. On ne peut plus exactement dire que c'est l'histoire de l'humanité dès lors qu'on soutient que l'humanité elle-même n'a plus le même sens. C'est-à-dire que dans le processus de cette transformation, l'humanité elle-même devient une humanité qui n'est plus descriptible dans les termes des conflits, dominations, affrontements, etc., qui ont marqué la totalité de son histoire. Et par conséquent, on entre dans une autre histoire aussi. Ce n'est pas une simple transformation de l'histoire, c'est une autre histoire. Et cette autre histoire, je crois qu'on peut en profiler l'annonce, sinon, hélas, pour l'instant, le réel. Je dirais que ce qui est sous-tendu par la proposition de Marx, c'est un nouveau rapport à l'histoire elle-même, une nouvelle histoire et un nouveau rapport à l'histoire, que je résumerai en plusieurs points, en 4 points, et qui, au fond, est comme l'horizon d'une nouvelle figure de l'humanité tout entière. Alors, premièrement, premier point, il est déclaré possible d'organiser la vie collective autour d'autre chose que la propriété privée et le profit. Il faut revenir à l'énoncé crucial de Marx dans le manifeste du Parti communiste. Il déclare soudain, comme vous le savez, que tout ce qu'il raconte peut se ramener à un seul point, abolition de la propriété privée. Donc, la thèse de Marx, c'est que l'essence, à certains égards cachée, de toute l'histoire antérieure est en fait l'histoire de la propriété.
que l'humanité a été collée à l'histoire de la propriété pendant des millénaires. Et que ce dont il s'agit, grâce au système de propositions qui sont les siennes, c'est d'organiser précisément la vie collective autour d'autre chose que propriété privée et profit. Je voudrais indiquer au passage que cette idée que le changement de l'histoire, c'est l'abolition de la propriété privée, que le seul changement profond de l'historicité repose entièrement sur l'abolition de la propriété privée, c'est une histoire qui a flotté avant Marx, mais de façon inorganique, si je puis dire. À mon sens, on la trouve déjà chez Platon. Mon Platon, n'est-ce pas ? Le Platon du platonicien. On la trouve déjà chez Platon, où en vérité, la thèse concernant l'humanité proprement dite dans sa concentration, c'est-à-dire dans sa concentration de ceux qui vont diriger le cours des choses, doit se faire en dehors de toute considération concernant la propriété. Et c'est pourquoi le mouvement ouvrier au XIXe siècle se réclamait de Platon comme d'un communiste, parce qu'il lisait ce morceau de Platon, ce passage de Platon, qui déclare que finalement l'essence de ceux qui dirigent la société, c'est en tout cas de ne pas être des propriétaires, d'être dégagés de toute question qui se ramènerait à une question de propriété. Et évidemment, cette idée de l'abolition de la propriété privée a animé tout le communisme du XIXe siècle et du début du XXe, mais d'une certaine manière, je crois qu'il faut soutenir qu'elle est aujourd'hui assez largement oubliée. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'activité ou de vivacité effective. Elle a été gâchée par des instrumentations historiques à la fois périlleuses et ratées, qui ont été la réalisation d'États communistes. Entre parenthèses, l'expression État communiste n'a aucun sens. C'est une contradiction dans les termes flagrantes, parce que précisément, l'essence du communisme, c'est aussi la disparition de l'État. Donc un État communiste, c'est un État qui serait obsédé par sa propre disparition. Et c'est une chose qui a été réalisée en sens contraire. En réalité, le communisme a été défini par la figure particulière de l'État qui s'en réclamait. Et c'est ça qui a conduit aux échecs évidents actuels du communisme et au fait que cet aspect, tout particulièrement, c'est-à-dire l'aspect fondamental de la disparition de la propriété privée, a largement disparu des considérations idéologiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est par conséquent possible d'organiser la production autour d'autre chose que la spécialisation et la division du travail. C'est un point tout à fait essentiel. Il n'y a par exemple, soutient Marx, aucune raison que se maintienne la séparation entre travail manuel et travail intellectuel, ou entre les tâches de direction et les tâches d'exécution. Ce sont là des différences qui doivent disparaître dans le processus de production lui-même à partir du moment où il n'est plus sous la loi égoïste de la propriété privée. Il faut entrer dans l'ère de ce que Marx appelait les travailleurs polymorphes. Il n'y a aucune raison de considérer comme rationnel, parlons d'aujourd'hui, qu'un Africain pauvre soit en train de creuser un trou dans la rue pendant qu'un Blanc donne des ordres à des tâcherons. Cette image que nous croisons dans toutes les rues, cette image est l'image même d'un oubli absolu de la proposition marxiste de l'abolition non seulement de la propriété privée, mais de ses effets de spécialisation et de différenciation interne.
En fait, Marx et le marxisme soutient que les divisions qui organisent le travail lui-même sont des divisions mortifères, en particulier la division organique entre travail d'exécution et travail de conception. Sur ce point, il faudrait insister sur la subjectivité quasiment intime de Marx, c'est qu'il était capable de penser vraiment que la société capitaliste était une pathologie, qu'elle n'était pas du tout la normalité de la chose, mais qu'elle était une transition néfaste, une figure ultime et détestable du néolithique, alors qu'en réalité, elle portait en elle-même la possibilité de sa propre fin. C'est-à-dire le passage au commun, le passage du privé au commun. Et ça, je pense que c'est une chose qui faisait la force du marxisme dans son époque primordiale, c'est que Marx pensait en fait que la société capitaliste était une pathologie. Elle était une pathologie que l'histoire avait rendue active ou nécessaire, mais elle n'empêche pas que c'était une pathologie du corps social. Il voyait les distinctions internes à ce corps social, la prévalence de la propriété, la circulation monétaire comme fléau mondial, etc. Il voyait tout ça comme une maladie potentielle dont on pouvait sortir dès lors qu'on organisait la question du commun comme figure générale de la réorganisation totale de l'univers social. Alors ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il est possible d'organiser la vie collective sans se fonder sur des ensembles identitaires fermés. Alors, les ensembles identitaires fermés, ce sont les nations, les langues, les religions, les coutumes, et que la politique, c'est ce qui est capable d'unir l'humanité tout entière hors de ses références. C'est-à-dire de trouver le principe d'une union de l'humanité hors de ses références. En fait, toutes ces différences peuvent et doivent disparaître. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'elles doivent disparaître au sens où tout le monde devrait parler la même langue, etc., etc. Elles peuvent exister de façon féconde, mais à travers et dedans une politique de l'humanité tout entière. Alors ça veut dire, et c'est fondamental, que l'avenir relève d'un internationalisme complet. C'est-à-dire non pas seulement d'une méfiance à l'égard des configurations nationales diverses et variées ou des idéologies disparates, mais dans un travail constant pour la disparition de leur importance historique, c'est-à-dire entrer dans l'histoire de leur disparition et non pas dans l'histoire qui serait leur effectuation. Au fond, il ne faut pas laisser s'installer des figures de l'identitarisme. Il ne s'agit pas de dire que les identités n'existent pas, mais d'affirmer que leur existence ne doit pas être un moteur de l'histoire, c'est-à-dire qu'elles doivent coexister et ne soutenir, ne fonder aucun principe de séparation. Et ça, c'est un élément très, très, très important et très nécessaire, qui est, on en parlera sans doute ici une autre fois de façon un peu plus compliquée, qui est que il faut être capable de maintenir qu'il y a des identités, parce que ça, c'est matérialistiquement évident, mais cela doit se faire sur l'arrière-plan d'une liquidation totale de l'identitarisme. Si on appelle identitarisme, au fond, une classification des identités, en identité supérieure, identité inférieure, identité acceptable, identité qui est la mienne et pas la tienne, etc., etc. Il y a des identités, d'abord, chaque, en un certain sens,
chaque individu porte une identité. Donc l'identité, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça devient périlleux à partir du moment où le registre identitaire propose une hiérarchie des identités. Et que la hiérarchie des identités, c'est-à-dire l'identitarisme à proprement parler, est un principe de corruption politique qui doit être radicalement éliminé. Et c'est corrélatif du quatrième point. Il est possible de faire peu à peu disparaître entièrement l'État. L'État comme puissance séparée, ayant le monopole de la violence, de la police, de l'armée, etc. Le communisme affirme que dans le commun, dans la libre association des humains et dans la rationalité qu'ils partagent, on peut et on doit faire disparaître la loi et la contrainte, et qu'il n'y a aucune raison que l'organisation historique des sociétés soit aux mains d'un appareil centralisé, au lieu d'être constamment et à tous les niveaux disputé et discuté, organisé par ceux qui en sont les acteurs véritables. Alors, si je fais court par rapport à mon introduction, au fond, ces quatre principes que l'on trouve immédiatement dans l'œuvre de Marx, moi je les appellerais le programme d'une sortie du néolithique. Peut-être la première grande programmation de la sortie du néolithique. Et donc d'une sortie de ce qu'a été l'état structurel de l'histoire de l'humanité depuis 4 ou 5 000 ans. Ce qui est quand même évidemment une tâche considérable dont il ne faut pas espérer qu'elle soit accomplie ou réglée dans les prochaines élections parlementaires. Mais dont il ne faut pas non plus prendre le fait qu'elle ne puisse pas être activée et proposée dans la prochaine élection comme une réfutation de sa légitimité. En réalité, l'invention d'une politique de sortie du néolithique au sens où Marx entend la proposer, c'est une question effective. Et c'est une question qui ne peut pas trouver place à l'intérieur du jeu de la politique existante. Et c'est ça le grand problème, c'est que le communisme ne peut pas être une politique au même sens que les autres. C'est une politique qualitativement différente en tant que politique. C'est le système de prise des décisions, de débat de ce qui doit être fait, l'organisation du minimum d'autorité nécessaire à la poursuite de l'existence sociale, enfin tout ça doit être discuté sous l'Empire et sous l'idée du commun, c'est-à-dire sous l'idée d'une société débarrassée des principes qui constituent le néolithique, à savoir finalement travail, famille, patrie, quoi, en gros, pour prendre la version pétainiste de la chose, mais qui en fait recoupe tout à fait ce qui en réalité est, de façon explicite ou non, admis ou toléré comme loi des collectivités actives aujourd'hui. Alors, la question qui évidemment devient la suivante et qui n'est pas facile d'aborder au point où nous en sommes, va demander ceci. En quel sens la réalisation de ces quatre possibles, c'est-à-dire ceux que je viens d'énumérer, et qui va finalement de l'abolition de la propriété privée à la disparition de l'État, hein, si on prend les deux termes les plus constitutifs, les plus radicaux, et qui sont liés entre eux d'ailleurs absolument,
est-ce que la réalisation de tout ça est inscrite dans l'histoire? C'est là que nous allons retrouver l'histoire. Ou bien est-ce que l'histoire peut se poursuivre telle qu'elle, voire même s'achever en catastrophe pour l'humanité, sans avoir pu réaliser cette sortie du néolithique? Vous voyez, là, ce que je pense, moi, c'est qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement complexe au niveau de l'humanité dans son ensemble, parce qu'elle est absolument et sans contrepartie saisissable sous l'angle d'une gestion néolithique, qui va en effet, qu'on connaît, les axiomes du néolithique sont les axiomes actifs de toutes les sociétés existantes à l'heure actuelle, et que d'une certaine façon, on se demande si il existe une conception de l'histoire telle qu'elle contiendrait en tout cas la possibilité d'une sortie de ce dispositif. Et nous n'avons pas sur ce point de formule hegelienne. Nous ne sommes pas en état de dire, voilà, la figure néolithique de l'humanité, c'est une figure qui va de l'intérieur d'elle-même se surmonter par négation dialectique. Marx, quelquefois, était un peu de ce côté-là, malgré tout. Il avait malgré tout une origine hegelienne. Et donc, il était tout de même habité, quelque part, par l'idée que le mouvement interne de l'histoire des sociétés capitalistes corrompues était habité par une négation interne qui créerait son dépassement en vue de la société communiste. Mais pour l'instant, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et alors, c'est là, à mon avis, qu'entre en scène une catégorie qui n'est pas exactement celle de Marx, qui est justement la catégorie d'événements. C'est là que nous allons la retrouver. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire les deux voies, la voie de la perpétuation néolithique et la voie de la sortie néolithique, sont représentables rationnellement, c'est-à-dire elles existent, en tout cas de façon conceptuelle, elles peuvent exister. Mais le choix entre les deux n'a pas, lui, de nécessité constituée. Parce que les figures de la nécessité sont toujours des figures de la nécessité internes à l'ordre dominant. C'est-à-dire il est nécessaire, pour continuer à être dans l'ordre dominant, on ne peut pas s'en extraire de façon entièrement abstraite. Il faut qu'un processus soit possible qui dessine en quelque sorte la transgression du monde contemporain. On peut dire qu'à échéance courte, et là nous retrouvons cette question de comment calculer dans le temps, à échéance courte, en un certain sens, la voie de la durée capitaliste ou de l'ensemble capitaliste dominant est normale. Mais le fait qu'elle soit normale ou qu'on ne puisse pas prévoir son achèvement ne signifie pas qu'elle soit nécessaire. C'est cette confusion qui est souvent faite. C'est-à-dire la propagande conservatrice aujourd'hui tente de nous indiquer que, quels que soient ses défauts, la constitution actuelle de la société occidentale est la meilleure et en tout cas la seule réellement possible. Elle s'appuie évidemment pour ce faire en disant, regardez les tentatives communistes, elles se terminent finalement dans une espèce de stagnation étatique. Et ce qui donne son mot d'ordre, comme vous le savez, à l'appréhension contemporaine de la situation. À savoir l'appréhension contemporaine de la situation qu'on lit dans tous les journaux, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde occidental démocratique et il y a le monde totalitaire. Et alors, c'est la lutte de la démocratie contre la totalité, étant entendu que, finalement,
le démocratique ainsi conçu est parfaitement totalitaire aussi, puisqu'il ne rêve que d'être la totalité, comme on le voit aujourd'hui partout. C'est-à-dire la figure du capitalisme libéral est la figure motrice de toutes les échéances pratiquées dans la politique contemporaine. Et donc, en un certain sens, il y a pour l'instant symétrie, c'est-à-dire les contradictions du monde contemporain ont cessé de produire par elles-mêmes une vision claire d'une alternative constituée, même si de ci, de là, on peut en faire l'expérience ou la prévision. En tout cas, rien ne prouve à l'heure actuelle que la nécessité de la victoire du monde du capitalisme libéral soit historiquement nécessaire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la non-nécessité n'est pour l'instant largement inactive. Elle est intellectuellement représentable, j'y insiste, c'est-à-dire rien ne permet de prouver que la société est par nécessité de type néolithique. Elle est de type néolithique dans le réel, ça c'est vrai, elle est réellement cela. Mais le fait qu'elle soit là, cela dans le réel n'interdit nullement de penser qu'une négation constituante interne à cette société et proposant une société du commun et non pas du privé soit possible. Elle ne l'interdit pas. Seulement, nous sommes dans une période d'incertitude que j'ai proposé d'appeler une période de désorientation, où d'une certaine manière, il n'y a pas de constitution à grande échelle d'une orientation qui supporterait ou porterait l'idée que nous allons en finir avec le néolithique. Il n'y a pas cela, mais il peut et il doit l'y avoir. Alors, finalement, ce que l'on peut imaginer raisonnablement, c'est que, en fait, la voie de la résistance anticapitaliste ou la voie du communisme n'a pas de possibilité de s'inscrire comme une nécessité immanente à la société existante. C'est-à-dire, il faut, sur ce point, abandonner en partie Hegel. Ce n'est pas dans la registration de la négation immanente, à grande échelle, que se trouve la nécessité ou la possibilité d'une société de sortie du néolithique. En vérité, on pourrait même soutenir aujourd'hui qu'une certaine forme de destruction par elle-même de l'humanité serait plus admissible comme logique générale de ce qui est en train de se passer que quoi que ce soit qui ait à voir avec le communisme. Le résultat, c'est qu'il y a comme un argument facile des capitulations, à savoir l'argument « on ne peut pas faire autrement ». La résistance anticapitaliste est impraticable à grande échelle. Et nous sommes alors conduits à penser que nous devons avoir le devoir d'affirmer la possibilité de l'impossible. C'est la situation véritable. Nous ne devons pas entrer dans le jeu qui démontre, à partir du mode d'être de la société présente, l'impossibilité d'une autre société. Il faut bien concevoir que la capacité de notre société, sa capacité idéologique à produire l'impossibilité d'une autre société, voire même la supériorité affirmée du modèle capitaliste de société, fait partie de cette société elle-même. Et que par conséquent, il faut toujours partir d'un point différent. Il faut donc rendre possible ce qui est avéré comme impossible. Alors je dirais ceci, une démonstration
de la possibilité de l'impossible est la clé de toute politique créatrice et son point d'achoppement et de difficulté en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'installer dans la recherche indéfinie, dans le monde tel qu'il est, des surgeons de la possibilité. Elle doit affirmer clairement que la possibilité dont elle est porteuse est évidemment entraînée, immanente à sa déclaration comme impossible par le régime dominant. Au fond, je dirais que c'est une thèse générale. Toute création véritable atteste de la possibilité de l'impossible. Je dirais que la clé, par conséquent, de toute politique créatrice, c'est de tenir bon sur la possibilité de ce qui est, de façon dominante, déclaré impossible. Finalement, obéir à la loi du possible, accepter l'argument « ce n'est pas possible », c'est obéir à l'ordre dominant. C'est même la forme principale d'obéissance. La forme principale d'obéissance, c'est d'accepter la loi du possible. Au lieu de dire la distinction entre le possible et l'impossible fait aujourd'hui partie de la société dominante. Et si je m'inspire de cette division telle qu'elle est proférée, je suis déjà vaincu. Finalement, obéir à la loi du possible, c'est obéir à l'adversaire, car c'est lui qui est le maître du possible. Alors, sur ce point, je voudrais dire, je comprends tout à fait qu'on choisisse le possible, évidemment. C'est-à-dire, je comprends tout à fait l'efficacité de la propagande qui consiste à déclarer en position de monopole la distinction entre le possible et l'impossible. Parce que, finalement, l'autre manière de s'écarter de l'ordre dominant, c'est de mettre finalement sa volonté au service d'un événement. C'est là que nous revenons au point de départ, c'est-à-dire la distinction entre événement et possibilité. Au fond, le point délicat sera de ne pas refuser la précarité événementielle, de savoir l'opposer et l'articuler en tant que précarité événementielle à l'ordre du possible dominant. Après tout, un événement véritable, c'est une brisure de l'ordre et non pas une composante de l'ordre. Et par conséquent, il faut bien s'attendre à ce que ce qui brisera en un certain sens, ou même ce qui commence à briser, ou même ce qui aurait pu briser mais qu'on ne l'a pas traité, c'est la forme événementielle en tant qu'il n'a pas été réellement accepté. Au fond, je dirais le point délicat pour l'action et la pensée, c'est de ne pas refuser l'événement au nom des lois du possible. Parce qu'il y a des lois historiques du possible qui circulent de façon constante. Il y a un dressage de tout le monde aux lois du possible, de telle sorte qu'en vérité, la précarité événementielle, qui est risquée, qui peut être violente, qui peut être dure, sera asphyxiée en quelque sorte au nom des lois historiques du possible. Les lois du possible dans nos sociétés, ce sont des lois qui disent « faites tout ce qui est possible, tout ce qui est possiblement mieux, nous acceptons ce qui est possiblement mieux dans notre ordre, mettez-vous au service de ce possiblement mieux, soyez réalistes, il ne faut pas faire ce qui n'est pas dans le registre du possible, etc. » Mais l'événement, en tant que tel, c'est justement une figure de l'impossibilité, une figure transitoire et immédiate de l'impossibilité. Alors je dirais ceci,
le réalisme politique est la raison pour laquelle il y a peu de moments nouveaux dans l'histoire. Vous voyez, en politique, comme ailleurs d'ailleurs, la nouveauté véritable est toujours impossible du point de vue de l'ordre existant, de l'ordre qui décide de ce qui est possible et de ce qui est impossible. Tout événement véritable revient à proposer de s'organiser, de penser, d'agir pour faire quelque chose qui est déclaré de façon dominante impossible et de modifier ainsi, et ainsi seulement, la loi établie, c'est-à-dire la loi qui définit ce qui est possible et ce qui est impossible. Simplement, il faut savoir accueillir l'événement. C'est finalement la science politique majeure, organiser l'accueil de l'événement, et non pas son asphyxie. Alors je dirais, pour accueillir l'événement, il faut être comme Mirabeau au début de la Révolution française, par exemple. Mirabeau, à la stupeur générale, a refusé, au nom de ce qu'il a appelé la volonté du peuple, d'obéir à l'ordre formel du roi qui exigeait que l'Assemblée se disperse. Et pourtant, ne pas obéir en 1789 à la force armée du roi, c'était clairement impossible. Mais l'Assemblée a suivi Mirabeau. Elle l'a suivi dans la logique de l'impossible. Et c'est ce qui a commencé, littéralement, c'est ce moment qui a commencé le processus véritable de la révolution républicaine. Cette déclaration de Mirabeau qu'il ne tiendrait pas compte de la distinction entre possible et impossible parce que c'était la distinction dont se réclamait l'adversaire. Ou il faut être aussi comme Lénine, débarquant du train qui le ramène en Russie et en criant à ses camarades hésitants et un peu terrifiés, tout le pouvoir aux soviets. Que le pouvoir d'État puisse revenir à des assemblées ouvrières était en effet, dans la Russie de 1917, parfaitement impossible. Mais la majorité bolchevique et la majorité des masses ouvrières ont suivi Lénine, du moins pendant un temps. Et c'est là qu'a commencé le processus de la singularité soviétique. C'est cela, n'est-ce pas, la dialectique de l'histoire comme structure du possible et de l'événement. Accepter les risques événementiels d'une exception aux lois dominantes demande la jonction entre un peuple décidé et ce qu'un individu ou un petit groupe décide de prononcer afin que la conviction populaire aille au-delà de l'impossible. Au fond, l'histoire ne permet de prévoir l'avenir, et je reviens à mon introduction, l'histoire permet de prévoir l'avenir uniquement pour les séquences pendant lesquelles aucun événement n'est validé, où personne ne met sur le tonneau historique de l'impossible le sceau du possible nouveau. Quand il n'y a, en quelque manière, pas l'occasion ou le réel d'un Mirabeau ou d'un Lénine, du point de vue de l'articulation entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et les lois réactives de l'impossible. Oui, finalement, l'événement réel, il est exceptionnel parce qu'il demande qu'on accepte que ses conséquences soient impossibles. On accepte l'impossible en tant que la forme effective de la nouveauté. Et que donc, puisque l'événement est impossible, mais qu'on va l'accepter et le programmer même, il va falloir en inventer jour après jour la possibilité. C'est ce que font, vous savez, les grandes politiques, les grandes créations artistiques, les nouvelles théories scientifiques.
Ces trois procédures sont marquées par l'événement à partir duquel l'impossible est traité comme possible. C'est aussi ce que font les amants, les grands amants, dont la rencontre transgresse les lois établies. Et tout cela est la définition de la création des vérités neuves. En somme, il nous faut dire ceci, il faut toujours se souvenir de la possibilité de l'impossible. C'est la forme subjective nécessaire lorsque règne ce que j'ai appelé la désorientation. La désorientation, c'est quand le possible ne nous donne que l'ordre de rester dans l'ordre. Et par conséquent, c'est du côté de ce qui est déclaré impossible que réside la libération. Au nom de la dialectique entre histoire et événement, possible et impossible, nous pouvons dire, et ce sera ma conclusion, création artistique, invention scientifique, amour immodéré, politique révolutionnaire, même combat. Phidias, le sculpteur, Archimède, le mathématicien, Antoine et Cléopâtre, les amants, Spartacus, le chef militaire des esclaves révoltés, même combat, celui de la possibilité de l'impossible. Dans notre monde, Picasso le peintre, Einstein le physicien, Sartre et Simone de Beauvoir les amants, Lénine le dirigeant de la révolution bolchevique, même combat, celui de la possibilité de l'impossible. Alors, au nom de la dialectique entre histoire et événement, nous pouvons dire, et ce sera ma conclusion, création artistique, invention scientifique, amour immodéré, politique révolutionnaire, même combat. Sachons vivre, ce qui s'appelle vivre, les moments où l'événement fait signal pour l'entrée victorieuse dans un de ces grands combats où s'avère la possibilité de l'impossible. Merci.